Je te reçois ce soir pour parler d'un nouveau thème, hein. Ça va être sur les décors dans les jeux de versus. Bon, pas forcément des décors les plus beaux qui peuvent exister, mais disons que ça va être un peu notre histoire personnelle, en quoi certains décors nous ont marqué plus que d'autres. Écoute, je vais te laisser commencer tranquillement à présenter ton premier stage. Je vais donc aborder le stage de l'église donc dans Mortal Kombat 3. D'accord. Donc Mortal Kombat 3 donc qui est sorti en arcade donc en 1995 et sur console de salon la même année. C'est justement à l'époque que j'ai eu ce jeu sur la Super Nintendo. Donc j'ai connu ce stage donc à cette année-là, je pense. Et donc c'est développé par les Américains de chez Midway. C'est la suite directe du second volet, donc avec une ambiance quand même un peu plus urbaine que le précédent. Parce que le Mortal Kombat 2 en fait avait une ambiance un peu plus mystique, sachant que ça se déroulait dans l'outre-monde. Oui. Donc là on est sur Terre en fait, et Shao Kahn a pour but d'envahir donc le royaume de la Terre avec l'aide de la princesse Sindel, donc qui était en fait un nouveau personnage introduit dans le jeu. Avec son fameux cri, là, le cri de Sindel. C'est ça. Et donc voilà, ce sera ce stage-là en fait que je vais aborder dans un premier temps. Donc c'est un stage qui est en fait non attribué à un combattant comme habituellement dans la série. Il n'évolue pas au cours du combat, c'est-à-dire que c'est pas un double stage comme on peut avoir donc dans beaucoup de stages en fait, où quand on fait un uppercut ça nous envoie donc ça défonce le plafond et ça t'envoie dans un autre monde, enfin dans un autre décor. Donc oui, là on est sur un... Il n'y a pas d'étage, voilà. tu veux dire, oui. C'est ça, ouais. On est sur un décor simple. Donc ce qu'on peut voir donc déjà en arrière-plan, c'est que dans cette église, il y a un mélange de style architectural avec des arcs brisés en lancettes de style gothique au niveau des fenêtres. Donc les fenêtres en fait plus petites qui se trouvent à droite et à gauche de la fenêtre principale. Et cette fenêtre principale est en arc plein cintre, donc plutôt de style roman. Donc on a un mélange de gothique et de roman. Et donc on voit que donc cette fenêtre a un vitrail avec le symbole de Mortal Kombat. Oui, le fameux. Ouais. Le fameux dragon. Voilà. Ensuite, devant la fenêtre, on aperçoit donc ce que je pense être l'autel de l'église, l'endroit où se déroule le sacrement donc de l'Eucharistie chez les chrétiens. Donc ici la table est recouverte d'un tissu rouge à l'effigie du tournoi, encore une fois, donc à l'image du vitrail. Ensuite on a en moyen plan donc les colonnes donc de feu, petites colonnes donc juste devant, enfin avant bougies, tu veux dire, ou les colonnes, ouais en fait c'est ça, ouais c'est ça, les colonnes avec le crâne en fait. D'accord. On voit les flammes à l'intérieur des yeux là qui brillent. Voilà, c'est ça, donc avec les crânes sculptés en feu, donc en guise d'éclairage. Et on a également des arcades donc qui sont en arc plein cintre de style roman. Voilà, ce qui confirme que c'est un mélange d'architecture en fait à l'intérieur. Et ensuite on a la zone de combat donc qui se trouve en moyen plan, donc un sol avec des reliefs. Possiblement donc au milieu ça représente certainement Shao Kahn, je pense. Ça fait penser un petit peu donc le masque que... Oui, son casque un peu, oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, et puis la très bonne idée qu'ils ont eue, donc, c'est de mettre en premier plan des cierges rouges. Ça, je trouve que c'était à l'époque, ça faisait son effet. Quand parce que c'est bien de mettre des trucs en premier plan stage. comme ça. Ça fait que les persos se retrouvent derrière, mais ils se retrouvent un petit peu encerclés, tu vois, entre les cierges et le fond. C'est ça. Et ensuite, après, si on veut voir au niveau de la musique, ouais, ça cadre parfaitement au décor. Il y a un instrument principal qui est l'orgue, accompagné d'un air de chant un peu mystique avec des percussions. Ça donne vraiment une ambiance assez diabolique en fait au stage. Donc c'est quand même franchement une bonne réussite pour ma part. C'est vrai qu'il colle bien à l'univers de Mortal Kombat, c'est vraiment représentatif. Quand je le vois, moi ça me parle directement. Ouais, puis c'est peut-être la première fois qu'on avait un décor de ce genre dans les versus. Donc ça a tout de suite fait son effet sur moi à l'époque.
Et donc, comme conclusion, je dirais qu'à travers cette description, donc on constate que les forces de l'Outre-Monde, donc dirigées par Shao Kahn, se sont appropriées les lieux les plus sacrés de la Terre, montrant ainsi leur domination sur celle-ci qu'ils cherchent à envahir totalement. Une idée bien trouvée par les créateurs du stage, je trouve, un stage avec un décor plutôt joli, pour ma part mon préféré du jeu, une vraie réussite. Eh bien écoute, un beau témoignage. Ouais. Donc ouais, c'est un qui t'a bien marqué du coup celui-là, ouais. Ouais, carrément. En fait, à l'époque, je tombais pas souvent dedans, bizarrement, parce que je tombais souvent sur les mêmes stages en fait. Et là, si tu veux, quand je tombais dessus, j'étais content. Voilà. C'était pas souvent le cas, donc c'est un stage assez rare en fait, qui tombe assez rarement dans le jeu. Alors du coup, toi, tu présentes quel stage dans un premier temps Je vais enchaîner moi aussi avec mon premier stage, qui va être un petit peu dans le même thème. Toi, t'étais sur l'église, là, ça va être le cimetière. Un peu plus glauque, on va dire. Quoique, ouais, le cimetière. Ouais, voilà, le cimetière revisité, on va dire. Ouais. Donc du stage de Lord Raptor dans Vampire Vampire Hunter. Celui-là c'est la version Vampire Hunter, sachant que de base ce stage était sorti dans le premier Darkstalker, avec des coloris plus verts en fait. C'était pas tout à fait la même couleur. Très joli aussi. Ils ont changé les couleurs. Ouais, c'est quasiment le même en fait, si tu veux, sauf qu'ils ont changé les couleurs. C'est la même base. Donc ça c'est un jeu qui est sorti en 95, hein, le Vampire Hunter, et que moi j'ai découvert assez tard en fait, en 97. C'est une période où je m'intéressais pas aux jeux de baston et je suis passé en gros des décors de Super Street Fighter 2 sur Mega Drive, pour te situer un peu le truc, à ce jeu donc en 97. Ouais. Et niveau décor, c'est vrai que tu tombes là-dessus directement, la transition graphique en fait, tu vois. Ouais. Les décors de Street 2 avec ça, c'est l'électrochoc quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est clair qu'il y a un gap énorme. Ouais, c'est ça, il y a un gap sur tous les plans en fait, déjà sur la taille en fait. Parce que les décors de Street, c'était des décors qui étaient assez plats et au niveau des éléments, il y avait quand même pas beaucoup d'éléments. Et ça, ce genre de décor, tu te retrouves vite envahi en fait d'objets et de détails. D'animation. De quoi? D'animation. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un cumul en fait. Donc déjà, t'as les. Ouais. Si tu regardes, nos animations, pour en parler vite fait, donc t'as déjà des corbeaux là qui sont attroupés sur les tombes, qu'ils ont animés. Donc les corbeaux vont voler un peu à droite à gauche, tu vois, selon les moments du stage. Ouais. Ils font évoluer ça. Ouais, ils animent bien le. Ouais, en fait, la scène est vivante, tu vois, c'est un cimetière, mais ça bouge, il y a du monde. Beaucoup, ouais. Donc pareil, t'as les feux follets, là, les espèces de flammes qui circulent un petit peu partout, qui partent de droite à gauche, après elles montent vers le ciel, après elles disparaissent. Tu vois qu'elles ont à moitié des smiles et sont en train de sourire, les flammes, quoi. Donc tout ça... Ouais, vas-y. On dirait des fantômes un peu. Oui, c'est ça fait un peu fantôme. Plutôt, ouais. Mais joyeux. Exact, voilà, ça donne un côté un peu horrifique, burlesque, comme Ghouls and Ghosts. Oui, ouais, c'est un petit peu ce serait un peu le délire Ghouls and Ghosts. Après oui, Capcom est derrière, donc Capcom, donc ça peut paraître logique. Mais ouais, très très beau stage, très 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 travaillé. C'est très riche en fait, si tu commences à te plonger dedans, tu vois plein de trucs. Déjà t'as les tombes qui partent un peu dans tous les sens. Tu vois, ils ont pas fait un cimetière où les tombes sont posées droite. Non, là les tombes, t'en as qui partent en diagonale à droite, d'autres sur la gauche, d'autres qui vont être plus grandes que les autres. Oui, c'est un peu... Ça fait une impression de bordel en fait, si tu veux, ça part un petit peu dans tous les sens. Par-dessus ça, t'as des buissons, t'as des espèces de barrières cassées. T'as les deux gros arbres qui sont complètement sans feuilles, quoi, des vieux arbres morts, qui ont les branches qui partent aussi dans tous les sens, biscornues, et qui viennent un petit peu dominer la scène. Tu vois, si tu te places du bas. Effectivement, on voit beaucoup les arbres, ils ressortent beaucoup dans le dessin.
l'arbre principal, tu vois, qui est un petit peu sur la gauche, celui-là, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même au niveau des couleurs, tu vois, il ressort. Complètement. Et il y a des lianes aussi dessus qui remontent vers le haut, donc si tu regardes le stage de face, t'as une espèce d'impression que c'est un peu en contre-plongée, tu vois, que t'es en dessous et que ça monte, t'as les tombes qui montent un peu vers le ciel et que tu regardes vers le haut et tu te retrouves un peu sous les arbres et les tombes, quoi. Un peu aplati par rapport à tout ça. Donc le stage de Lord Raptor. Lord Raptor, donc un zombie là, qui est à moitié inanimé, enfin il marche, il est complètement désarticulé, c'est un mélange entre un zombie, il a des griffes, c'est un guitariste en plus, donc c'est... On voit qu'il a sur la cuisse droite un drapeau britannique. Ouais, il est australien de base, donc ils ont mis une petite référence avec le petit drapeau, pour faire un petit rappel. Et le stage d'ailleurs se passe en Australie, tu fais bien d'en parler. Ok. Ouais, bah c'est des... Donc, après moi c'est vrai que c'est un stage qui m'a marqué par rapport à ça en fait. C'est vraiment le côté chargé, que ça dégueule de partout, puis que t'as un maximum d'éléments dans peu de place si tu veux. T'as tout qui les belles nuances de couleurs. On reste dans le même ton, mais c'est très maîtrisé au niveau des couleurs. C'est vrai qu'ils ont pas, c'est pas varié, c'est que des teintes différentes en fait si tu regardes bien. Et en bas t'as aussi un petit truc marrant là, t'as une espèce de brume au niveau des dalles qui clignote. Ça fait une impression un petit peu inquiétante aussi, tu vois. Ça vient rajouter un petit élément, la brume du cimetière, quoi. Ça fait à moitié, si tu regardes bien sur le puits par exemple et sur les tombes, on dirait que ça tremble à moitié, tu vois, que ça déforme un petit peu les objets. Enfin, ça rajoute un petit truc. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur celui-là. Écoute, je vais te passer la main pour ton prochain. Ça marche. Alors du coup pour mon deuxième stage, j'ai choisi le stage de Tachibana Ukkyo de Samurai Spirits. Donc Samurai Spirits, jeu développé et édité par SNK, donc sorti en arcade et système AES en 93 et sur beaucoup d'autres supports par la suite. Donc pour la petite histoire, il était destiné à la base à être un beat'em up, mais finalement il deviendra un jeu de combat, donc suite aux ordres de certains responsables de chez SNK. Donc il est le premier volet de la saga, premier gros jeu de versus à l'arme blanche au niveau international. Concurrent sérieux à Street Fighter 2. Bombe visuelle et sur tous les autres plans. Et petite précision, donc privilégier absolument la version japonaise pour éviter la censure, évidemment. Le sang blanc, le fameux, oui, alors il n'y en a même pas, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Donc je passe à la description de Tachibana Ukkyo. Ukkyo qui est donc un samouraï japonais qui est relativement mince. Il a des cheveux longs et bleus. Il possède un katana comme arme. Il est le principal rival de Haomaru dans ce premier épisode. Et il serait atteint de tuberculose et serait un grand séducteur. Voilà. On a tous en tête la scène où les filles lui courent après. Ça reste imprimé. Donc c'est un personnage qui a priori serait inspiré du célèbre bretteur japonais, donc qu'on voit dans l'incrustation là. Donc Sasaki Kojiro. Donc ayant vécu à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle. Le stage qui se déroule donc sur l'île de Ganryu, donc Ganryujima, située dans la préfecture de Yamaguchi. Une petite île qui aurait été le théâtre d'un célèbre duel de samouraïs entre Miyamoto Musashi, donc qui lui est incarné par Haomaru dans le jeu, et Sasaki Kojiro, donc incarné par Ukkyo. Donc un affrontement donc Miyamoto gagna, ce qui provoqua la mort de Kojiro le 13 avril 1612. Pour la petite histoire. Donc là on est vraiment dans un lien entre l'histoire et le jeu vidéo, là c'est... Complètement. Et donc d'ailleurs sur cette fameuse île donc de Ganryu, il a été érigé 2 statues donc de ces samouraïs en train de s'affronter. Ouais. Donc c'est assez connu, hein, puisqu'il y a pas mal, ça tourne pas mal sur internet quand on fait des recherches. Oui, puis sur les photos qu'on a là, on dirait qu'il y a la mer derrière, quoi. Ça semble être vraiment pas loin du décor d'Ukkyo, hein, si tu... Oui, tout à fait, ouais. Ce stage magnifique est donc partagé dans le jeu par Haomaru le jour et par Ukkyo la nuit. Ma version, donc la version que je préfère en fait.
en arrière-plan, donc on voit qu'il y a des montagnes et donc également ce qui pourrait être une représentation du mont Fuji, avec au-dessus donc une lune avec des étoiles scintillantes. On a donc au moyen plan un effet d'animation du mouvement de la mer et aussi un mouvement de l'eau donc qui vient s'écraser sur la falaise là qui est très très bien fait. Ça donne vraiment une belle un certain réalisme en fait au décor. Oui, c'est vrai que l'eau, je trouve ça incroyable, moi, la façon dont ça bouge. Et puis quand tu regardes sur la droite, tu vois, ça, le long de la falaise, ça monte, ça descend. C'est extrêmement réussi. Bah, à tous les plans, hein, tu vois, parce qu'au fond, tu vois que c'est à moitié violet. On voit la lune qui est au-dessus, donc ça doit être les reflets de la lune. Plus tu te rapproches, plus ça change de couleur et ça bouge aussi différemment. Ouais. Un stage dans lequel je pourrais jouer des heures, hein, sans mentir. Ouais, complètement. Et donc en premier plan, donc on a la zone de combat, donc qui est représentée par un sol rocheux qui borde la mer. Ouais. Compliqué de se battre sur ce genre de sol, mais ça reste un jeu vidéo, donc tout va bien. Pour parler de la musique, donc c'est une musique qui est faite à base de voix et d'instruments traditionnels japonais, donc ça nous plonge complètement dans une ambiance appropriée à l'environnement et au combat. À noter le bruit des vagues en fond sonore qui est parfaitement bien retransmis. Je sais pas si tu avais remarqué en fait. C'est là que t'en parles. Si tu tends l'oreille, tu verras qu'il y a le bruit des vagues qui donne vraiment un côté encore plus réaliste. Ouais, ils aimaient bien faire ça dans Samurai Shodown, incorporer des bruits de la nature ou d'animaux ou dans les décors. Donc là, le bruit de vague, c'est une bonne idée. On ne voyait pas ça avant, je pense qu'on a rarement vu ça dans d'autres jeux. Hein. Donc pour conclure, je dirais que pour moi c'est un stage d'anthologie. Selon moi, probablement le plus beau stage de toute la saga. Une merveille. Du coup, on va peut-être passer à ton deuxième stage. Je vais enchaîner avec un stage du coup, dans l'esprit aussi des samouraïs puisque c'est sur Last Blade. Donc c'est un stage de base, donc il est uniquement dans Last Blade 1 ce stage, et c'est le stage de Lee, le perso le chinois avec une espèce de longue queue de cheval là, qui est inspiré du film Il était une fois la Chine. Et c'est un stage moi que j'ai choisi en fait qui m'a vraiment marqué pour le côté on va dire solennel, tu vois, et sérieux, enfin il y a un côté sérieux solennel, et c'est le genre de stage que tu pourrais encadrer par exemple, tu vois, tu le mets dans les cadres de brocanteur là avec les angles à moitié dorés, tu vois, gravure complètement. Tu t'imprimes ça, tu mets dans un cadre, tu le mets dans ton salon. Et limite, quand tu reçois du monde, tu vois, et limite, t'affiches pas un Mario dans ton salon, mais celui-là, par contre, en grand, tu vois, ça pète. On pourrait te demander, tiens, c'est qui? C'est un artiste connu ou c'est... Oui. Enfin, pour moi, ça, là, c'est des niveaux vraiment de l'art visuel, quoi. Je pense qu'ils se sont inspirés de techniques, même peut-être de peintres ou de trucs comme ça, hein, tu vois, pour faire tout ça. Des peintures à l'huile, peut-être, ou des choses... Donc Last Blade aussi, un peu comme Samurai Shodown, t'as un lien avec l'histoire, puisque c'est période historique un petit peu plus tard. Et en fait ce tableau là normalement représenterait un moment historique aussi. Donc dans le Bakumatsu, là c'est la période du Japon là ce serait un stage qui serait situé en 1853. D'accord. Et qui représenterait en fait, si tu veux, c'est une période où le Japon était fermé au commerce extérieur, tout ça, était vachement reclus sur lui-même, et il commerçait que avec les Pays-Bas principalement en fait, à partir de 1600 et quelques jusqu'à 1853. D'ailleurs, on voit un petit rappel, on voit le drapeau des Pays-Bas, tu vois, ça explique, ça explique le drapeau. Et on voit, tu vois, il vient trancher un petit peu parce que tous les éléments sont de couleur un peu ocre, jaune, marron, orangé. Et le drapeau, lui, c'est le premier truc, enfin, c'est pas le premier qu'on voit, mais avec ses couleurs, il marque. C'est un élément qui se distingue un petit peu dans le décor. Ouais, visuellement, tu peux pas le rater en fait. Si tu regardes un tout petit peu le stage, tu tombes dessus. Ah bah oui, c'est certain. Et du coup, en 1853, t'as un amiral de la Navy américaine là, américain qui est venu au Japon
pour mettre en gros une sorte de coup de pression pour essayer d'ouvrir le commerce à d'autres pays, notamment aux États-Unis. Ouais. Et ils se sont pointés avec plusieurs bateaux, donc des bateaux à vapeur D'accord. assez évolués, donc qu'on peut voir ici, avec une petite flotte de quelques bateaux. Et ils se sont postés dans ce port-là. Et ils seraient restés une semaine en faisant marcher les canons un petit peu, tu vois, pour impressionner, mais sans se déclarer en fait. Une semaine comme ça, pour montrer qu'ils sont là, quoi, tu vois. Ils arrivent en gros. Et quand tu regardes la scène, tu vois que ils sont quand même vachement mis en évidence, surtout celui du milieu, tu vois, il y a une impression de hauteur. Tu le vois, il est bien sombre au niveau des couleurs. Enfin, c'est le truc le plus imposant, on va dire, le bateau du milieu, hein, quand tu regardes. Ouais, ah oui. Donc, je trouve qu'ils ont bien retranscrit ce passage-là. Et ça, c'est peut-être un truc qui a marqué au Japon aussi. Une période. Ce moment d'histoire. Les Japonais, c'est quelque chose qu'ils apprennent, par exemple, en cours d'histoire. Tu vois, un moment qui est connu. Nous, c'est vrai que moi, je connaissais pas de base cette histoire. Mais c'est peut-être un truc qui les a marqués et limite ils ont peut-être pas trop apprécié non plus, tu vois, de ce petit coup de pression là des Américains. Ouais, forcément, ouais. Et Last Blade, c'est un petit peu ça, les décors, c'est pas mal de choses par rapport à l'histoire. Et là, ils ont voulu un petit peu en faire un petit rappel, quoi, pour montrer ce moment marquant, quoi. Ouais, qui est à la fois donc un moment d'histoire et puis une belle œuvre d'art aussi également. On peut le voir comme ça aussi. C'est ça. Moi, c'est un peu le cumul du tout. Tu vois, c'est jouer dans ce décor. Franchement, c'est beau en fait. Tu vois, c'est complètement magnifique. Voilà ce que je peux dire sur celui-ci. Je vais te passer la main pour ton prochain. Alors, je vais donc aborder mon troisième stage qui sera celui de Zazie, donc de Karnov's Revenge. Ouais. Donc Zazie Muaba. Donc Karnov's Revenge qui est un jeu qui est sorti en arcade et Neo Geo AES en 1994 et sur Saturn en 1997, donc sur le nom de Fighter History Dynamite. Donc c'est d'ailleurs la version que moi j'ai, qui est une très très bonne version avec les musiques arrangées, avec chargement convenable, on va dire, ils sont pas longs. Développé par la société japonaise Data East. Donc il est le second volet de la saga après Fighter History. Ouais. C'est un jeu qui a fait l'objet donc d'un procès pour plagiat intenté par Capcom. Donc procès que d'ailleurs Capcom avait perdu. Et fort heureusement. Voilà. C'est un de mes jeux de versus que j'adore, tu vois. Donc c'est un second couteau pour moi de qualité. Donc pour moi il coche toutes les cases, hein, ce jeu. Ah oui. Limite, ce serait même pas entre le second couteau et le. Ouais, ça me dérange presque de l'appeler second couteau. Ouais, ça me dérange presque de l'appeler second couteau tellement que le jeu il est génial en fait. Donc, concernant donc la description de Zazie, donc c'est un combattant kényan, physiquement assez grand et athlétique. Hein, il mesure plus de 2 mètres et pèse 100 kilos. Et il a pour style de combat le karaté. D'accord. Voilà, donc on voit qu'il est quand même relativement grand et costaud. Ah, il a des grandes jambes, hein, quand tu regardes. Ouais. Et donc ce personnage donc a fondé une organisation protectrice de la nature et des animaux donc de son pays contre les braconniers. Participe donc au tournoi donc pour récolter des fonds pour son organisation d'ailleurs. D'accord. Ouais, du coup en arrière-plan de ce stage on a donc un magnifique coucher de soleil. On a des petites couleurs un peu violettes donc en association ça rend vraiment très sympa. En milieu de plan on voit des arbres avec un peu de montagne. Juste derrière les combattants on a donc une magnifique girafe avec un lion qui sont sympathiquement animés. On a également 2 zèbres sur la gauche qui regardent le combat. Je sais pas si tu vois. Ouais, avec une autruche sur la gauche, ouais, exact. Avec l'autruche, voilà, c'est ça. C'est quand même très sympa. On a également une femme africaine avec une tenue, africaine, je sais pas si elle est africaine, mais elle a une tenue traditionnelle en tout cas. Ouais. A priori. Et donc en fait on a sur la droite un vautour donc sur une carcasse de buffle, une sorte de buffle. Donc ça c'est un élément indestructible en fait du décor. D'accord. C'est-à-dire que quand un combattant heurte donc en tombant sur la carcasse, le vautour s'envole du coup. Ouais. Et l'autruche, non, par contre, parce qu'elle est à l'autre côté. Non, mais ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant que l'autruche se barre.
Donc un stage franchement très très joli. Très joli que voilà, pour moi est le plus beau stage. Donc là, évidemment de la version du stage de nuit. Parce qu'il y a également la version un peu plus en fin d'après-midi. Donc qui est lors du premier round. En fait, du combat contre Zazie. Et donc voilà, c'est le stage du deuxième round donc où le soleil vraiment commence à se coucher vraiment. Ouais. Donc voilà, il y a également un arbre, je l'ai pas cité aussi également, qui donne un bel effet, un bel élément du décor également, qui meuble très bien. Le ciel est stylé, moi dans celui-là ça m'avait marqué, c'est les effets avec le soleil et la lumière là dans le ciel, c'est vraiment bien. C'est super bien réalisé. Donc en termes musical, c'est une petite musique d'ambiance un peu jazzy avec une mélodie sympa et des oiseaux qui chantent derrière. Voilà, ça. Ouais, il y a vraiment une différence avec la version originale. Hein. Oui, bah voilà. Donc moi je parle évidemment de la musique CD. Oui. Voilà, c'est musique CD qui est beaucoup mieux. Enfin, en règle générale, dans le jeu, les musiques CD sont bien mieux que les musiques d'origine. Hein. Ça, je peux le dire. Et donc. Là, voilà, c'est de l'instrumental. Ouais, tu sens vraiment tous les instruments. Tu peux vraiment discerner les instruments. Pour moi, les musiques d'origine sont imbuvables. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis. Je le savais pas réellement quand je l'avais acheté, mais j'étais bien content d'avoir les musiques CD. Mais je crois qu'on a le choix sur la version Saturn. On peut mettre également les musiques originales. Oui, il y a le choix sur Saturn. C'est ça qui est pas mal. Mon choix a été vite fait. Hein. Ouais. Mon choix a été vite fait. Ouais, c'est complètement kitsch en original en fait les musiques. C'est un bon jeu dont on parle très peu. D'ailleurs, Drink Wild Soda, il avait fait un test dessus, donc je l'avais découvert grâce à lui. J'avais découvert le jeu. Je l'ai découvert il y a quelques années seulement. Hein, je l'ai pas connu à l'époque. Oui. Ouais, c'est à l'époque, il est un peu passé au travers, je pense, avec toute la quantité de jeux de baston qui sortaient. Oui, complètement. Moi non plus, j'en ai entendu parler vraiment très tard. À part les passionnés de chez Passionnés qui avaient tout accès, les gens qui avaient accès à beaucoup de choses à l'époque, qui avaient tous les magazines et tout, qui se suivaient à fond, mais sinon, c'est pas un jeu des plus connus, on va dire. Donc je conclurai donc un stage peu commun avec un décor d'une beauté absolue. Pour moi, ça va être un stage de Samurai Shodown aussi, comme tu avais fait en premier. Le stage d'Anzo. Donc ce stage aussi est connu dans Samurai 2 parce il existe aussi dans Samurai 2, mais il est d'autres couleurs en fait. Le ciel est violet. D'accord. C'est pour ça qu'il parle. Enfin moi c'est une période souvent je les confondais un petit peu. C'est un stage que j'ai découvert en 2000 en fait. Quand j'ai eu la Neo Geo justement, donc en 2000, c'est le premier jeu que j'ai eu Samurai Shodown. Et je n'ai eu que ce jeu pendant quelques mois, donc ça m'a permis de bien me saigner, hein, t'imagines. Sachant que avant Samurai Shodown, je l'avais vu tourner une fois en arcade en 95, mais vraiment très vite, et juste vite fait en fait, sans même voir, sans même y jouer, tu vois, j'avais vu le truc comme ça un jour en passant dans une salle. Et j'avais testé la version Game Boy aussi. Première chose, c'est ce qui semble être un champ de bataille. On arrive après la bataille un petit peu, hein, quand tu regardes, tu te bats dans un endroit qui est dévasté. T'as des espèces de pierres, des barrières, une espèce de statue de Bouddha aussi. Ouais. Derrière, t'as des bouts de bois, t'as une impression de bazar un peu partout, tu vois. T'as des drapeaux déchirés. C'est le fouillis. Ouais, voilà, un endroit qui a été le théâtre. C'était saccagé. Tu t'imagines une grande bataille quelques heures avant, en fait, quoi, avec tout le monde qui est en train de se foutre dessus. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est en fait un truc tout con, c'est la pente. Tu vois la pente déjà. Ouais. Ça, c'est un truc. Ils ont voulu innover dans leur décor, je pense, pour pas rester sur des plans assez plats. Parce qu'en fait, quand tu joues en bas, là, tu joues dans l'espèce de chemin, les deux persos sont bien sur du plat. Mais en fait, avec la pente au-dessus, ça fait une espèce d'impression que le stage est penché, en fait. T'as l'impression d'être au flanc d'une espèce de colline, en train de te battre. Donc c'est un endroit, c'est la plaine de Yamagata au Japon. J'ai retrouvé ça. Il y a quelques photos, donc on voit que pareil, c'est un endroit avec des espèces de collines aussi.
qui, bah, ça parle en fait. Ouais. Quand tu vois les images, hein, tu te dis ouais, ça pourrait être cet endroit-là dans les années 1700 et quelques, hein, les années de samouraï. Au niveau du visuel, un autre truc qui m'a beaucoup marqué, et peut-être un petit peu un lien avec ton décor d'Ukyo, c'est le ciel. Tu vois, ils se sont amusés sur le ciel, un petit peu comme sur l'eau. Ouais. Ils ont fait des ondulations de malade. Si tu regardes les formes Exact. qu'il y a, ça défile. Plus tu descends, plus ça change. Les vagues sont différentes. Après, tu t'en vas sur la gauche, ça se noircit. T'as du jaune à moitié. Ouais, t'as un effet différent. Ouais, t'as un espèce d'effet. Alors, Ah. tu pourrais dire c'est un effet, peut-être un effet de flamme, peut-être un effet de soleil couchant. Tu vois, tu peux imaginer un petit peu tout. Exactement, ouais. On sait pas trop. Bah, je pense qu'ils ont Ça, laissé c'est- libre cours pour qu'on laisse libre cours à l'imagination, tu vois. Ça donne une ambiance apocalyptique, en fait. Carrément. Ouais, c'est ça. C'est apocalyptique, c'est désolation, tu vois. C'est ça, bah c'est tout ce qu'on aime Ouais, dans, exactement. dans ce genre de titre. En plus de Ouais. ça, t'as les corbeaux, hein, les oiseaux de mauvais augure là qui viennent un petit Ouais. peu compléter Qui le viennent tableau. noircir un peu le tableau. Ouais, c'est ça. T'as aussi les bruitages. Alors la musique, vite fait pour en parler, en fait c'est la même musique que celle de Galford, mais elle est faite avec les instruments traditionnels Jap, et elle est ultra lente en fait. C'est la même mélodie si tu veux, mais vraiment zen quoi. Donc c'est un truc qui est marrant aussi. Ça montre un peu la différence de caractère des deux personnages. Tu vois Galford qui va avoir un décor où t'as 50 mecs derrière en train d'applaudir. La musique est speed. Donc là c'est l'inverse. Tu vois, c'est dans la nature. Ouais, puis la musique cadre bien avec ce décor de désolation. Ouais, ça fait vraiment le truc. Comme dans le stage d'Ukyo, le décor et la musique sont bien accordés ensemble. Après, t'as aussi des éléments qu'ils ont rajoutés, un peu comme toi, t'avais les vagues. Là, ils ont rajouté le bruit du vent. T'entends le vent souffler de manière un peu irrégulière, tu vois, avec des pointes où ça souffle de plus en plus fort. Après, t'entends un espèce de loup ou des chiens, tu vois, qui hurlent derrière, une espèce de bruit d'animaux. Tout combiné, tu vois, la musique, le visuel, les cris de loup, le vent. Enfin, tous les éléments sont sollicités pour te mettre dans l'ambiance en fait. Je vais te laisser faire ton 4e stage. Ouais, du coup je vais passer sur le stage de Mai Shiranui. Donc le stage de Mai dans Fatal Fury Special. Donc jeu développé et édité par SNK. Sorti arcade et Neo Geo AES en 93. Adaptation donc également sur d'autres nombreux supports tels que la Super Famicom et la PC Engine. Troisième épisode de la série, donc savoir qu'il a quand même une très bonne réputation. Oui, un total, il est très très apprécié en fait par les gamers en fait, par ceux qui jouent beaucoup à ce jeu, à cette saga en fait, il revient beaucoup. Ouais, non, mais je pense qu'aussi les stages, ils sont pour beaucoup. Donc un total de 15 personnages jouables qui possèdent tous leur propre stage. Donc ça fait quand même beaucoup de stages qui ont été faits dans le jeu. Et en plus, les stages, en plus d'y en avoir 15, ils possèdent 3 variantes graphiques. Donc tu joues dans un stage, tu peux jouer à 3 moments. Si tu fais 3 rounds dans un stage, tu peux jouer dans 3 stages avec des variantes. D'accord. Tu peux tomber à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'ordre dans les moments où tu arrives en fait dans le stage. Tu peux tomber en fin de journée, après tu pars sur le stage, la variante suivante et ainsi de suite. Donc je passe donc à la description de Mai Shiranui, donc qui est une jeune femme ninja japonaise donc du clan Shiranui. Premier personnage féminin jouable de la série. Donc c'est une jolie brune avec une tenue relativement décontractée. Elle possède des éventails en guise d'arme, donc elle peut lancer. Et elle est donc la fiancée de Andy Bogard, donc le frère de Terry. Oui, dans l'histoire. La vedette de la saga. Concernant donc la description de ce stage, donc comme je l'ai dit, il existe en 3 versions. Donc là on est sur la version, je dirais plutôt de fin de journée. Donc il semblerait que le stage se déroule lors d'une crue.
une montée des eaux, donc ce qui expliquerait donc l'ensevelissement donc, des éléments du décor. Et la zone de combat au premier plan, donc c'est un grand et long radeau qui avance vers la droite de l'écran. Donc ça c'est pareil à l'époque, c'était quand même osé de faire, enfin c'était innovant, c'était très innovant donc d'apporter ce genre de décor, ce décor en mouvement. Et donc on voit également au milieu du radeau donc qu'il y a 3 mâts avec des drapeaux noirs. Ouais. Donc avec une inscription qui a pour signification le feu. D'accord. Donc probablement un rapport avec Mai et son Dragon Flame, en fait son coup spécial avec la flamme. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas mal de coups. Elle utilise la flamme, elle, dans ses coups spéciaux. Oui. Ouais. Oui, et à souligner qu'elle utilise parfois les drapeaux pour effectuer des attaques sautées contre ses adversaires également. Ah bon? Oui. Comment ça, tu veux dire elle se sert de l'élément du décor? Ouais. Ah Ouais. Alors c'est pas certain que ce soit dans le spécial, mais il y a peut-être dans le 2. Ouais. Peut-être dans le 2, oui. C'est peut-être dans le 2 qu'elle utilise ces éléments-là pour attaquer l'ennemi. Ah Et c'est ouais. une certitude. Ouais. Je crois que c'est dans le 2. Je crois que c'est dans le 2, ouais. Ouais. Ça, Parce que j'ai beaucoup joué au 2, enfin ces derniers temps j'ai beaucoup joué au 2. Hmm. Donc ça doit être le 2. Ouais, c'est original. Donc voilà, donc ensuite en milieu de plan, il y a comme des genres de torii là, des porte-shinto de couleur rouge. Oui. Juste derrière on peut, voilà, derrière le radeau on voit, juste derrière on voit qu'il y a également des gros rochers, ainsi que d'énormes sculptures, dont une qui représente donc très probablement donc Bishamonten, qui au Japon est considérée comme une divinité de la guerre. Donc dans le shintoïsme, la plus ancienne religion du Japon. Et en arrière-plan, on peut voir donc une énorme et magnifique sculpture de Bouddha, donc qui ressemble fortement au Nihonji, donc un temple bouddhiste situé dans la préfecture de Shiba au Japon, qui est maintenant une destination touristique assez populaire. Et donc à savoir que la localisation dans le jeu géographique de ce stage correspond donc avec la localisation de ce fameux temple, donc le Nihonji. Donc on peut voir également de gigantesques et magnifiques cascades, ainsi que de la végétation avec un peu de forêt derrière, en arrière-plan, un peu dans le fond du décor. Et donc concernant la forêt, c'est probablement la forêt d'Aokigahara. Car a priori ce serait le nom du stage en fait. Et donc tout au fond on peut voir donc des montagnes et un magnifique ciel d'une couleur rose foncé. Et j'aime beaucoup la version de nuit, contrairement à la version de, on va dire, de jour qui est un peu plus claire. Et donc concernant la musique, c'est un mélange de musique moderne et traditionnelle, donc ça pose bien l'ambiance je trouve. Donc je conclurai en disant que c'est un chef-d'œuvre, encore un chef-d'œuvre signé SNK, donc un vrai régal. Donc on va peut-être passer à ton dernier stage pour finir. Ouais, mon dernier. Donc moi ça va être le stage, donc un stage de guise dans. Alors ce qu'on peut voir déjà c'est que je l'ai mis en incrustation là, mais c'était mon background de base pour notre émission là et je l'utilise depuis quelques temps là parce que donc c'est un de mes stages préférés aussi. Il est apparu ce stage à la base dans le Real Boot spécial. Stage de guise, mais tu ne pouvais le voir que avec certaines conditions parce qu'il fallait affronter Guise en fait. Il fallait obtenir des scores énormes, ne pas faire 2 rounds. Il y avait des conditions bien particulières et si tu remplissais toutes ces conditions, tu pouvais affronter Guise. Enfin, en gros le fantôme de Guise. Et tu vois, on voit que Guise il a une espèce d'aura au niveau des pieds aussi pour montrer que il est pas vraiment humain quoi. Tu vois. Donc c'est un espèce de combat, un extra combat qui se déroule dans le jeu en référence à Guise, histoire de l'intégrer dans le jeu. Ils ont créé cette histoire de cauchemar là pour le faire apparaître. C'est le stage de Real Boot spécial, mais moi je le connais uniquement de base dans du Dominated Mind, Real Boot spécial Dominated Mind sur PS1. Qui est le premier Fatal Fury que j'ai découvert, auquel j'ai joué on va dire. Les autres avant j'avais vu ça en magazine mais j'ai jamais touché quoi. Et qui se joue sur un seul plan, le fameux. Exactement. Donc moi c'est un jeu que j'ai découvert en 99, c'était à l'époque j'avais la PS1, on commençait à faire graver des jeux, tu vois, des mecs nous proposaient des listes de jeux et
un jour, tu vois, sur la liste, il y avait KOF 98 et le Dominated Mind, en fait, Real Boot, Fatal Fury. Bon, déjà, moi je voulais de base le 98, donc j'ai sauté dessus. Et j'ai vu ce Real Boot, j'ai vu Fatal Fury et je le voyais de temps en temps, tu vois, le Real Boot normal, je le voyais dans les devantures, enfin dans les vitrines des magasins d'occasion, là. Souvent en version pâle, tu sais, la fameuse version où tu vois Guise assis avec les gardes du corps autour, là. Et c'est vrai que je m'étais jamais penché dessus parce qu'à l'époque je jouais surtout au KOF et du coup je m'étais dit je vais pas me lancer là-dedans, j'ai assez à faire, mais ça me faisait de l'œil un petit peu. Je me disais putain, si j'avais un peu de temps, je m'y mettrais quoi. Du coup j'ai jamais pris ce Real Boot normal. Et là en le voyant gratuit, enfin on l'achetait une misère quoi en copier, je me suis dit allez, je vais le prendre, au moins je l'aurai, je vais voir ce que c'est et c'est du SNK quoi. Enfin, c'était pas ma priorité si tu veux. Donc j'ai découvert la saga des Real Boot avec ce jeu, donc sans changement de plan comme tu dis. Et ouais franchement j'ai été bluffé déjà par tous les décors, tout le visuel aussi des Real Boot qui flash bien, parce que j'adorais moi les Street Alpha avant, donc ça m'a parlé tout de suite. Et je suis tombé assez rapidement sur ce stage en fait, en faisant du training, tu vois, en me mettant en mode training. Tu peux choisir dans quel stage tu vas affronter ton adversaire et en fait j'ai flashé sur ce stage et à chaque fois que je me mettais en training pour m'entraîner, je mettais ce stage tout le temps que je vois comme un espèce de dojo un petit peu, tu vois. Pour moi ce serait un petit peu le dojo ultime pour t'entraîner en fait. Non, parce que je vois que dans le fond on a une grande statue qui est semblable à celle du stage de Mai. Oui justement. Donc une statue avec une triple statue en fait. Bisha Mountain. D'accord. Donc en fait c'est un stage qui est assez marrant parce que alors moi j'ai toujours cru que ça se passait au Japon en fait, ce stage dans ma tête, tu vois. Pour moi je voyais de la végétation à gauche, c'était un petit peu une sorte de dojo en plein air de nuit, tu vois. Moi je le voyais comme ça. Et j'ai découvert il y a pas longtemps, en faisant les préparatifs de l'émission, que ça se passe dans la tour de Guise en fait. C'est la fameuse tour de Guise à Soustam là. Il a sa tour. Mais en fait, vu que la tour est à lui, il se fait ses étages, à chaque étage, tu vois, il doit faire ce qu'il veut un peu. Et d'ailleurs, dans certains jeux, je crois qu'on voyait le toit, tu vois. Dans un ancien Fatal Fury, il y en a un où tu vois le sommet de la tour, tu vois, le toit qui ressemble aussi à une espèce de dojo. Et celui-là, c'est un étage en dessous, qu'il a aménagé en, si tu veux, en genre de dojo, comme ça, mais vraiment à la japonaise. Parce que, je sais pas si toi, quand tu vois les côtés, par exemple, avec les arbres à moitié, ça fait bizarre de se dire que c'est dans la tour de Guise quoi. Non mais c'est clair. Donc après moi ce qui m'a marqué c'est le côté asiatique bien sûr, avec les grosses lanternes chinoises là, tu vois. Le mélange asiatique et occidental avec les drapeaux. Tu vois, parce qu'en haut là il y a des bonnes rangées de drapeaux. Donc ça montre un peu la personnalité du mec qui est le boss de Southtown le jour en costard et tout, qui fait son business. Et puis dans son temps libre, il vient se ressourcer ici, tu vois, l'art du combat à la japonaise avec les statues derrière que tu peux voir alignées aussi. Il y a l'espèce de statue là qu'il a mis. Les bougies pour donner le côté sanctuaire aussi. C'est ça. La statue du fond dont tu parlais aussi, qui vient compléter un petit peu tout ça. Non, on a les deux lanternes géantes donc qu'on voit qui ressortent beaucoup aussi du stage. Je sais pas si c'est pas des lampes, ça s'appelle pas des lampions. C'est ça, c'est des lampions. Je crois que c'est des lampions géants. C'est typiquement asiatique. Souvent t'en vois pour décorer des trucs comme ça, mais c'est plus au plafond, tu vois, comme des genres de lustres. Mais là, ceux-là, ils sont particulièrement énormes, non, ils sautent aux yeux. Puis ça, tu vois, ça tremble, on voit que la lumière, elle scintille, ça attire l'attention directement. Le rouge, le noir, le orange, ça fait partie des couleurs chaudes. Ouais, couleur chaude, voilà, c'est ça. Puis ça donne un côté sombre aussi, tu vois. Non, c'est vraiment stylé, quoi. Voilà, écoute, je pense qu'on est arrivé au terme de nos présentations. Merci à toi. Merci d'être venu, puis aussi d'avoir proposé l'idée, parce que c'est une idée qui vient de toi au début, quand même, pour cette émission sur les ça, c'était une initiative, donc. Et puis, écoute, je te dis à une prochaine. Allez, à plus. Bonne soirée, salut.